Roger-Paul Droit, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Vous êtes philosophe, écrivain, chercheur au CNRS et vous publiez au Seuil l'éthique expliquée à tout le monde. Et figurez-vous que nous avons 10 minutes pour parler éthique. Est-ce que c'est bien éthique présenté comme ça? Parler de l'éthique en 10 minutes, ça doit être possible ou... Oh, c'est possible, oui, parce qu'on va essayer de se centrer juste sur les lignes de force, enfin sur les questions. Oui, alors c'est un mot qu'on utilise à tout bout de champ en ce moment. Et c'est lié à quoi? Est-ce que c'est bon signe d'une certaine façon? Est-ce que ça veut dire que notre morale, notre comportement nous angoisse, nous inquiète et qu'on prête plus d'attention à des choses importantes? Ça veut dire aussi que beaucoup de choses dérapent, comme on le voit en permanence. Et je crois que si l'on parle d'éthique, c'est parce que il y a toute une série de frontières qui réclament une réflexion. Finalement, la différence entre les affaires et les arnaques, c'est une question d'éthique. C'est une bonne question. La différence entre les infos et la manipulation, c'est une question d'éthique. La frontière entre, par exemple, les sports, la compétition et le dopage, c'est aussi, bien sûr, une question d'éthique. Sans parler des incivilités, de la question des armes qui est au programme de l'info de ce matin, et sans parler non plus de tout ce qui, à travers le développement des sciences, des biotechnologies, pose des questions que jamais l'humanité ne s'était posée avant. Pouvoir transférer des embryons, choisir le sexe des enfants, reproduire par clonage un organisme à partir d'une cellule prise sur un des membres. Vous voyez qu'il y a là des questions qui, j'ai envie de dire presque tout secteur confondu, réclame l'invention de réponses nouvelles. Mais c'est vieux comme le monde, le souci éthique qu'un homme, depuis le premier homme, peut avoir, non? C'est bien évidemment vieux comme le monde à travers les religions, à travers les philosophies, les morales, les normes, les comment agir, que dois-je faire, au nom de quoi fixer mes jugements et mes conduites, ça c'est très ancien. Ce qui me semble est nouveau, c'est l'exigence de faire coexister plusieurs morales. Nous sommes aujourd'hui dans des sociétés où il n'y a bien évidemment plus une religion dominante qui vient formater l'ensemble des esprits, où nous avons à faire coexister des religions, des croyances, des types d'aspirations et de convictions différents. Donc, je dirais que l'éthique, c'est ce qui va d'abord s'appliquer peut-être à trouver des coexistences entre des morales, premièrement. Ensuite, il y a toutes les questions nouvelles. C'est-à-dire que nous sommes confrontés par le progrès des sciences, par la découverte des limites de l'énergie, de nos sociétés, du poids de la démographie, etc., et puis par la complexité même de notre monde, à des questions que les générations précédentes ne pouvaient pas même imaginer. On n'imaginait pas dans le monde classique, par exemple, que l'humanité pouvait être menacée par ses propres productions, que le climat terrestre pouvait être dégradé ou déréglé. Donc les questions d'éthique se sont étendues, me semble-t-il, aussi bien à la planète, à notre rapport aux autres espèces vivantes et à notre rapport aux générations futures. Vous savez que vous êtes doué, Roger-Paul Droit, parce qu'en une heure, je me suis posé plein de questions sur le sujet, et au moins c'est accessible, c'est-à-dire qu'on comprend ce que vous écrivez. Mais par exemple, c'est vrai qu'on réfléchit pas beaucoup, chacun à son... Alors il y a l'éthique générale, donc ça c'est le comportement vis-à-vis des autres aussi, pour simplifier. Puis il y a tous les cas particuliers, donc ce qu'on appelle les cas de conscience d'ailleurs, c'est l'éthique particulière, mais il y a des gens qui pensent faire le bien, même si ce sont des monstres, quoi. Ils ont peut-être leur éthique à eux aussi. Je pensais à ce gamin qui a tué 15 personnes hier dans un collège d'Allemagne. Alors il y a beaucoup de psychiatrie sûrement dans tout ça, mais au fond c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, l'éthique, le bien, le mal. Mais c'est toujours compliqué de faire d'abord correspondre de grands principes à des réalités. Chacun, évidemment, croit que ce qu'il fait est bien. Ça, c'est la vieille histoire de Socrate, vous savez, disant « nul n'est méchant volontairement ». C'est dans le Gorgias, si ma mémoire est bonne. Ça ne veut pas dire que tout le monde est gentil. Nul n'est méchant volontairement, ça veut dire même celui qui veut le crime s'imagine que c'est bien.
C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté purement négative, même une volonté de destruction, elle se pense elle-même comme positive. Et puis, il y a cette grande difficulté de faire correspondre des principes généraux avec des cas particuliers. C'est de façon plus complexe le même problème que celui des magistrats. Les lois sont générales, et puis il y a le procès de ce gamin dans des circonstances précises qui est à démêler, et il faut adapter à chaque fois, essayer de peser ce qui complique encore autrement les choses pour l'éthique, c'est le conflit entre des principes. C'est-à-dire que s'il n'y avait qu'une seule règle à appliquer, ce serait déjà difficile en fonction des cas particuliers, mais souvent il y a des conflits entre les règles. Un principe de solidarité qui va entrer en conflit avec un principe de sauvegarde de l'autonomie des personnes, par exemple. Alors, vous citez un exemple qui est tout à fait frappant, c'est par exemple il y a des maladies rares et qui touchent des enfants. Et on sait que orienter la recherche ou produire les médicaments qui permettront de sauver cet enfant, ça coûte, alors c'est théorique, c'est un exemple, ça coûte 1 million d'euros. Et puis avec 1 million d'euros, on peut sauver 10 000 enfants ailleurs si on investit cet argent. Ça, c'est un vrai cas d'éthique. Oui, c'est même pas un cas imaginaire. Le chiffre d'1 million d'euros existe pour, j'ai oublié le nom de cette maladie orpheline, mais on sait fabriquer, par exemple, un médicament qui coûte en traitement annuel, il faut évidemment le multiplier par autant d'années que l'enfant va survivre, on sait fabriquer le remède. Simplement, est-ce que on va mettre 1 million d'euros pour sauver une personne, alors qu'avec la même somme, on va pouvoir évidemment permettre de sauver X centaines d'autres. Qui décide de cela ? Comment ? Qui va aussi le dire, et les parents peuvent légitimement penser, si ce sont ceux des autres enfants, pourquoi sacrifie-t-on le nôtre au profit de cet enfant-là ? Ceux de l'enfant à coût élevé, si j'ose dire, peuvent aussi trouver que c'est parfaitement injuste. Il y a là, et évidemment, chacun sait qu'on ne peut pas ne pas décider. Alors, qu'aurait dit notre vieux Kant, par exemple, le papa de la bonne raison raisonnable ? Eh bien, je pense que Kant, dans ce cas-là, aurait dit que chaque personne a un droit égal, que ce problème est à peu près insoluble, qu'on va forcément être quelque part injuste ou non éthique, et la solution se trouverait plutôt chez les utilitaristes, c'est-à-dire chez Bentham ou John Stuart Mill, c'est-à-dire des gens qui calculent le bien en fonction des conséquences. Or, il est clair qu'il est mieux de pouvoir sauver 10 000 personnes qu'une seule, qu'il y a quelque chose d'injuste pour celle qui ne sera pas soignée, mais que chacun voit bien que dans les conséquences qui sont mises en œuvre, il y a là quelque chose qui finalement peut être pensé comme éthique. Donc Roger Paul-Droit, c'est bien de parler d'éthique, et spécialement maintenant, puisqu'on nous parle de l'éthique des affaires, ça nous fait un peu rigoler, peut-être qu'on a tort, l'éthique des médias, ça nous fait sourire, enfin, etc., etc. Mais il y a des vrais problèmes comme la bioéthique, et vous connaissez bien ces sujets-là. Mais à quoi ça nous sert aujourd'hui, votre petit livre ? Vous avez 1 minute pour me dire ça. C'est un petit livre qui sert finalement à comprendre comment les questions se posent, quelles ont été les grandes étapes de l'éthique et pourquoi aujourd'hui la réflexion éthique doit concerner tout le monde et pas simplement les experts. Il y aura bientôt des états généraux de la bioéthique, et il y a tous les jours toutes ces questions qui se posent. Je ne souhaite pas donner de solutions. Je ne crois pas que le rôle des philosophes soit de fournir des réponses clés en main. Dommage, hein. Ça serait pratique. Ce serait pratique, mais nous ne sommes ni des prêtres, ni des gourous, ni des directeurs de conscience, et je me méfie des philosophes qui ont plus de réponses qu'ils n'ont de questions. Et je pense que finalement, ce petit livre sert à chacun à reprendre la question au départ, à essayer d'y voir clair et à poursuivre sa propre route. Mais on n'est pas tous depuis la nuit des temps, des Monsieur Jourdain, et on fait de l'éthique sans le savoir, enfin... Oui, mais c'est mieux qu'en le sachant. Il a réponse à tout. Je vous remercie beaucoup, Roger Paul-Droit. Ça s'appelle L'éthique expliquée à tout le monde, et c'est vraiment à tout le monde. Si je comprends, tout le monde comprend. C'est paru aux éditions du Seuil.